On a tous connu ce bruit. Ce crack sec, hyper stressant, qui fiche tout, une vitre qui se brise. Et là, la première pensée, c'est souvent la même. Bon, super, il va falloir tout changer. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-on obligé de remplacer toute la fenêtre, avec le cadre et tout le reste, juste pour une vitre cassée? C'est vraiment la question qu'on va creuser aujourd'hui en s'appuyant sur pas mal de documentation technique. Alors déballons ça. Faut-il vraiment, oui ou non, tout changer? C'est exactement la bonne question. Et c'est intéressant de voir ça comme une opportunité plutôt qu'une simple galère. Parce que la réponse, elle est loin d'être un simple oui ou non. C'est bien plus nuancé. J'imagine oui. En SAT, pour y voir clair, on peut regarder ça sous 3 angles. D'abord, l'état de santé réel du cadre de la fenêtre, ensuite ce que l'assurance va dire, et surtout exiger, et enfin ce qu'on attend de cette fenêtre, en termes de performance. Parce que bien souvent, la solution la plus simple sur le moment, c'est pas la plus intelligente à long terme. D'accord, alors attaquons par le scénario que tout le monde espère. L'option la plus économique. On change juste le verre. On se dit, bon, le cadre ailleurs en bon état, ça devrait le faire. Mais j'imagine qu'un professionnel voit des choses qui nous échappent complètement. C'est quoi concrètement ces points de contrôle? C'est toute la question. Le principe de base, c'est de garder le châssis s'il est sain. Mais le mot sain, ça cache une petite checklist assez précise. La première chose, la plus évidente, et c'est l'intégrité de la structure. Le vitrier va vraiment chasser le moindre défaut. C'est-à-dire? Sur du bois, par exemple, il va chercher la moindre trace de pourriture, même petite. Une laine un peu molle, un peu spongieuse, c'est souvent un très mauvais signe. Sur de l'alu, il va traquer la corrosion. Si la structure elle-même est attaquée, bon, la discussion s'arrête assez vite. Ok. Et si, par chance, le cadre a l'air parfait? On a le feu vert. Pas si vite. La deuxième étape, c'est la fonctionnalité. La fenêtre, elle doit s'ouvrir et se fermer, parfaitement, sans forcer. Et surtout, elle doit se verrouiller sans problème. Une fenêtre qui coince un peu, qui laisse passer un petit filet d'air, c'est déjà un symptôme. C'est souvent le signe que le cadre a commencé à bouger, même de façon invisible. D'accord. Structure, fonctionnement. Et après? Et après, on arrive au point le plus critique, et honnêtement celui auquel personne ne pense jamais. Ah, j'aime bien ça. Allez-y. C'est la capacité de charge. La capacité de charge, crame-arrêt. Pour une vitre? Exactement. On imagine une vitre comme une simple plaque de verre fine et légère, mais c'est une grosse erreur. Un vieux simple vitrage, ça pèse peut-être 10 kilos au mètre carré. Aujourd'hui, on met au minimum du double vitrage. Et là, on passe tout de suite à 20-25 kilos. Attendez. On double le poids. On double, voire on triple avec du triple vitrage. Et ça, la quincaillerie d'origine, les gonds, les charnières, elle n'a pas du tout été pensée pour ça. Ah oui, je vois. Les charnières vont pas tenir sur le long terme. Exactement. Au début, ça va tenir. Mais avec le temps, tout va s'affaisser. Le cadre va se déformer sous ce poids qui n'était pas censé porter. Et 6 mois plus tard, la fenêtre frotte, elle ne ferme plus correctement. Et là, l'économie de départ se transforme en très mauvais calcul. C'est fou que ça tienne à ça. Et dans les sources, il y avait un autre terme un peu technique. La feuillure. Ça a l'air tout aussi décisif. C'est le coup de grâce potentiel, oui. Et ça se joue à quelques millimètres. La feuillure, en gros, c'est la rainure dans le cadre, où on vient poser la vitre. D'accord. Or, un double vitrage, c'est beaucoup plus épais qu'un simple vitrage. La question est toute bête. Est-ce que cette rainure est assez profonde pour accueillir la nouvelle épaisseur? Si la réponse est non, c'est terminé. On ne peut pas installer le vitrage de manière étanche et sécurisée. Ok, donc le message est clair. Avant de se réjouir, il faut un vrai diagnostic pro. Cadre sain, qui ferme bien, charnière solide et une feuillure assez profonde. Si tout ça est bon, on peut souffler un peu et passer à l'étape suivante. L'assurance. Et là, j'imagine que c'est une autre paire de manches. C'est le deuxième pilier, oui. La plupart des gens ont une garantie brise de glace. Premier réflexe, on appelle l'assureur. Sa logique, elle, est purement financière. Il va toujours privilégier la solution la moins chère, tant qu'elle est techniquement possible. Donc il va pousser pour qu'on change juste la vitre. Exactement. Si l'expert dit c'est possible, l'assurance va applaudir et valider cette option. C'est une bonne nouvelle, en un sens, mais je me méfie toujours un peu. Est-ce que l'assurance ne risque pas de nous pousser vers une solution un peu cheap, même si une rénovation complète serait plus logique pour le confort? C'est une très bonne question. L'assurance, son rôle, c'est de couvrir un sinistre précis, pas de financer une amélioration de l'habitat. Par contre, elle ne signe pas un chèque en blanc. Pour se protéger et pour protéger l'assuré, elle impose des garde-fous très stricts, notamment sur la sécurité. C'est-à-dire? Il ne s'agit pas juste de boucher un trou. Il faut assurer la sécurité des occupants. Et là, les normes sont claires.
Par exemple, pour une porte-fenêtre ou une fenêtre qui est à moins d'1 mètre du sol, on ne peut pas mettre n'importe quel verre. Ah ouais, surtout s'il y a des enfants. Justement, dans ces cas-là, on a l'obligation de mettre ce qu'on appelle un verre de sécurité. Soit du verre trempé, celui qui se brise en milliers de petits morceaux non coupants, soit, et c'est le plus courant, du verre feuilleté. Ce sont 2 feuilles de verre collées ensemble. S'ils cassent, les morceaux restent collés, il n'y a pas d'éclat dangereux. Et là-dessus, l'assurance sera intransigeante. D'accord, c'est rassurant. Et à part la sécurité, j'ai vu passer un concept qui m'a semblé un peu flou. La cohérence thermique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est moins flou qu'on ne le pense. L'idée, c'est d'éviter de créer des anomalies. Imaginez une vieille maison, pas très bien isolée, avec du simple vitrage partout. Vous cassez une toute petite vitre dans la salle de bain. Oui. Si vous la replacez par un triple vitrage dernier cri, ultra performant, vous allez créer un point beaucoup plus isolé que tout le reste de la façade. Et alors? C'est plutôt bien, non? Pas forcément. Vous risquez de déplacer le problème. La surface la plus froide de la pièce ne sera plus la vitre, mais le mur juste à côté. Du coup, toute l'humidité va se condenser sur ce mur. Et bonjour les moisissures juste à côté de votre fenêtre toute neuve. Ah, je vois l'image. On évite de mettre un moteur de Formule 1 dans une de ces V, en quelque sorte. C'est exactement ça. L'assurance demande une performance cohérente avec le reste du bâtiment pour éviter ce genre de déséquilibre. C'est logique. Mais alors, explorons le scénario inverse. Le moment où le pro secoue la tête et dit Là, désolé, mais il faut tout changer. C'est quoi ces cartons rouges? On entre dans les cas où réparer serait juste du gaspillage. Le premier carton rouge, évidemment, c'est les dommages structurels profonds. Le bois qui pourrit, le métal qui rouille, ou même le PVC qui se déforme avec le temps et qui n'est plus du tout étanche. Si le contenant est fichu, mettre un contenu neuf, ça n'a aucun sens. D'accord, ça c'est la base. Mais parfois, le cadre a l'air correct, et pourtant c'est non. Je pense aux vieilles maisons, avec de belles fenêtres d'époque. C'est le deuxième grand cas de figure, l'incompatibilité pure et simple. Les vieilles fenêtres, conçues pour du simple vitrage, ont des cadres très fins, très élégants, mais cette finesse est aussi leur faiblesse. Ils ne sont juste pas assez larges pour accueillir l'épaisseur d'un double vitrage moderne. Donc même si on le voulait, physiquement, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Ou alors on bricole et on perd toute l'étanchéité. Et ça nous amène au troisième facteur décisif qui est lié à ça. C'est l'étanchéité globale de la fenêtre. On peut avoir un cadre en bon état, assez large, mais dont les joints sont complètement cuits, desséchés. Et qui laisse passer l'air. Exactement. Et dans ce cas, mettre un super vitrage neuf, ça ne sert à rien. C'est comme mettre un pull en cachemire tout neuf, mais avec une veste pleine de trous en plein hiver. L'air froid va s'infiltrer par le cadre et annuler tout le bénéfice du vitrage. L'image est très parlante, c'est clair. La performance d'une fenêtre, c'est un tout, le vitrage et le cadre. Si l'un des deux est défaillant, l'ensemble est défaillant. Donc, si on essaye de résumer pour les gens qui nous écoutent, la décision, c'est pas juste une question de prix immédiat. C'est un arbitrage entre l'état du cadre, les règles de l'assurance et le niveau de performance qu'on recherche pour le long terme. C'est un vrai petit diagnostic stratégique, en fait. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que je disais au début que ce bris de vide, c'est une opportunité. Ça nous force à faire un mini-audit de notre logement, à se poser des questions sur l'isolation, le confort. Et ça peut être le point de départ d'une réflexion bien plus large. Transformer un problème en projet, en somme. J'aime beaucoup cette idée. Et ça soulève une dernière question qui vient directement des documents qu'on a parcourus. Ils insistent tous sur cette notion de cohérence avec le bâtiment. Et ça amène à réfléchir. En remplaçant une seule fenêtre par un modèle hyper performant, au milieu d'une façade où tout le reste est ancien et fatigué, est-ce qu'on améliore vraiment l'ensemble ou est-ce qu'on crée juste un point fort au milieu de plein de points faibles? Et est-ce que cette petite réparation, finalement, ne devrait pas être le déclic pour une réflexion globale sur l'isolation de toute son habitation? La réponse n'est pas dans les sources, mais la question, elle, me paraît essentielle.